OKS2I, c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, c'est Sylvain et vous écoutez OKS2I, le podcast pour tout savoir sur la tech par S2I. C'est le dernier rendez-vous des replays de l'été que je vous propose avant la rentrée du podcast. Alors pour ce dernier rendez-vous, je vous propose de redécouvrir notre épisode sur l'éco-conception. Pour l'occasion, je suis allé à Toulouse chez S2I Sud-Ouest interviewer Niels Rohrbach, ingénieur chez S2I. Je mets la cassette dans le magnéto. Voilà. Allez, c'est parti, on écoute. Alors Niels, pourquoi faire de l'éco-conception ? Tout d'abord, aujourd'hui, on traverse une crise environnementale majeure. Ouais. Et pour répondre à cette crise, aujourd'hui, il faut éco-concevoir ses produits. C'est-à-dire prendre en compte les aspects environnementaux dans tout le développement du produit. D'accord. Et nous, chez S2I, on s'attarde plus particulièrement à l'éco-conception de services numériques, puisque c'est notre cœur de métier. Et le numérique, aujourd'hui, a une part non négligeable dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est combien à peu près ? À peu près 4%, on estime à 4% en 2020 les émissions, et c'est voué à doubler, voire tripler d'ici 5 à 10 ans. Avec toute l'évolution des nouveaux usages. Les nouveaux objets connectés, la 5G. Tu me disais en préparant l'émission même que la crise qu'on a traversée, la crise Covid qu'on a traversée, avait aussi augmenté ses usages. Voilà, on le voit très bien, le nombre de télétravail, les gens en télétravail augmenté, donc il a fallu s'équiper, produire des nouveaux matériaux, des nouveaux équipements. Également, beaucoup de services se sont numérisés. Aujourd'hui, quand on va au restaurant, il n'y a plus de carte. Il faut avoir un téléphone portable pour flasher un QR code. Donc, le numérique... Donc là, on utilise encore de l'énergie numérique pour faire tout ça. Voilà. Il devient omniprésent finalement dans notre quotidien et il est important de le réguler et d'avoir une consommation responsable de ce numérique. À l'échelle mondiale, le numérique, on a dit que ça représente à peu près 4%. Ouais. Ça peut paraître peu, mais quand on remet ça à des grandeurs plus concrètes, finalement, l'empreinte du numérique représente 2 à 3 fois l'empreinte de la France. L'empreinte globale de la France, de toutes les activités industrielles qui sont menées en France. Donc on se rend compte finalement que c'est quand même une part non négligeable. Et justement, en France, si on fait un focus sur la France, l'empreinte numérique du pays. Comme on est en France, on est un pays développé, riche, donc on a beaucoup d'objets connectés. Et en France, notre part est plus importante que la moyenne mondiale. D'accord. Donc on est au-dessus des moyennes puisqu'on utilise beaucoup d'objets connectés. Donc c'est pour ça qu'en tant que Français, on se doit d'agir dans cette crise et d'être impliqué puisque nous faisons partie des principaux émetteurs On est responsable. On est responsable. Comme on l'a dit, le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre, mais il est important de comprendre où se situent ces impacts et quand ont lieu ces impacts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les impacts liés au numérique sont liés à nos usages. C'est-à-dire ? Nos usages, c'est le matériel qu'on utilise, la façon dont on le consomme, le renouvellement qu'on en fait. Et ce qui est très important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, les principaux impacts liés au numérique sont produits au niveau de la fabrication du matériel. Donc c'est vraiment la fabrication du matériel qui a le plus gros impact. Pour donner un exemple, prends un PC qui est fabriqué en Chine. Quand on fait l'empreinte environnementale de la fabrication du PC, on se rend compte qu'il faudrait ensuite 100 ans d'utilisation du PC en France pour arriver au même impact finalement que la fabrication du produit. Donc on se rend bien compte que finalement aujourd'hui un PC il dure 3 à 4 ans, donc l'impact lié à l'utilisation représente à peu près 20% à 15% des impacts du numérique. Jamais il va rembourser sa dette environnementale, quoi. Jamais. De toute façon il ne la remboursera jamais puisqu'il en créera. Mais du moins, la fabrication de matériel, et c'est bien ça la chose fondamentale à avoir en tête, c'est que la création du matériel est source d'impact. Même si après, on recharge ces appareils avec de l'énergie solaire ou qu'on utilise d'autres biais. Le mal est fait. Le mal est fait. Également, un gros problème aujourd'hui du numérique, c'est l'obsolescence et l'obésité du logiciel. C'est quoi l'obésité du logiciel ? L'obésité logicielle, c'est aujourd'hui des logiciels qui sont de plus en plus gourmands en énergie, en mémoire, en CPU, en carte graphique, qui poussent aujourd'hui finalement les utilisateurs à renouveler leur matériel. Trop régulièrement pour pouvoir suivre cette obésité logicielle. Il y a la loi de Wurtz qui dit que les logiciels ralentissent plus vite que le matériel accélère. Donc ça veut bien dire c'est clair. Voilà. Donc il y a l'obésité logicielle et à côté de ça il y a aussi l'obsolescence. On se rend compte qu'aujourd'hui la durée de vie des équipements a beaucoup diminué. L'éco-conception, le but c'est de contrarier cette obésité logicielle en ralentissant l'augmentation des sites web.
Un exemple aujourd'hui qui est assez controversé, c'est la 5G. On entend de tout, c'est bien, c'est pas bien. Et comme souvent on dit en éco-conception, on utilise le terme « ça dépend ». Ça dépend pourquoi ? Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. La 5G, c'est génial pour des implications industrielles, pour de la robotisation, pour du suivi, dans un cadre industriel. Ouvrir la 5G au grand public pour pouvoir permettre de diffuser des vidéos encore plus lourdes, qui consomment encore plus d'énergie. Ça va inciter les utilisateurs à changer leur matériel pour avoir des appareils compatibles 5G, avec plus de mémoire, avec plus de... Donc voilà, donc, la 5G, ça dépend. Ça a des pour et des contre, et ça dépend de l'usage qu'on en fait. On a plusieurs niveaux d'éco-conception. C'est-à-dire ? Donc il va y avoir l'éco-conception niveau 1 qui va s'attarder à mesurer les impacts, comme on a parlé, à identifier les plus gros impacts et réduire du coup la solution par des solutions moins énergivores ou qui émettent moins de gaz à effet de serre. Et on a le step ultime qui est l'éco-conception facteur 4, qui est l'utilisation de la low-tech avec la high-tech. Donc, pour illustrer la low-tech et la high-tech, on peut prendre l'exemple d'une start-up toulousaine qui développe une application météo ultra précise, qui utilise les données satellites, des gros algorithmes très précis. Et le but de cette application, c'est de donner des prévisions météo très fiables et très précises pour les agriculteurs. Et donc, quand ils ont mis en place cette application, ils se sont dit, nous, on veut que ça touche le plus grand nombre de personnes. Et notamment ceux qui en ont besoin et qui ont moins accès à ça. Et donc, ils avaient à cœur de s'engager auprès de l'Afrique, parce qu'on sait qu'en Afrique, il manque cruellement de moyens. Et donc, ils sont arrivés à un problème en disant, oui, on a une application, elle marche bien, mais en Afrique, ils n'ont pas tous des portables. Donc, ça ne va pas marcher, notre solution, finalement. Ils se sont dit, comment on peut faire ? Est-ce qu'on va acheter un portable à tout le monde ? Non, parce qu'acheter un portable à tout le monde, du coup, ça va pas résoudre le problème. Ça va engendrer de nombreux impacts. Du coup, ils se sont dit, qui dans la population moyenne a le plus accès au numérique ? Et ils ont pensé aux enseignants. Parce qu'aux enseignants, c'est des personnes lettrées qui sont plutôt dans les hauts niveaux de société dans ces pays-là. Et de ce fait, ils se sont dit, alors, il faut que ça passe par les professeurs. Ça va être notre moyen de communication. Et donc, la solution, c'était d'utiliser la low-tech. Et la low-tech, ça a été le tableau noir du professeur. Et donc, le professeur, le matin, marquait les indications météo sur le tableau. Que lui avait reçu sur son application ou via le site. Voilà. Et ensuite, les enfants, à la fin de la journée, rentraient chez eux et redonnaient les informations aux parents. Donc voilà comment, aujourd'hui, on peut intégrer de la low-tech dans la high-tech. C'est vraiment un changement de mentalité. Oui, complètement. Il ne faut pas opposer les deux. Un autre exemple, c'est qu'aujourd'hui, il y a des chiens capables de détecter les cancers. En revanche, Google a aussi développé des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de repérer aussi beaucoup plus vite les cancers. Et donc l'idée, c'est pas d'opposer les deux en disant oui, c'est mieux Google ou c'est mieux le chien. Non, il faut dire dans des endroits où il y a moins de ressources, où il y a moins de... On va jouer sur la complémentarité. Voilà, par exemple sur l'Afrique, on va dire oui, c'est bien de développer cette solution avec le chien parce que ça va avoir moins d'impact. Dans des pays où on a déjà une infrastructure déjà présente, on va pouvoir utiliser ces moyens et ces nouvelles technologies à moindre frais que si on développait... Tout développer dans certains pays qui n'ont pas la même infrastructure que nous. Alors justement, Nils, comment on fait ça ? Comment on fait de l'éco-conception ? Alors l'éco-conception, on ne s'improvise pas à l'éco-conception. C'est quand même aujourd'hui, c'est quand même cadré par une norme, la norme ISO 14062, qui dit qu'il faut prendre l'intégration des contraintes environnementales dans la conception des produits et de services selon une approche globale et multicritère. Donc c'est vraiment cette approche globale qu'il faut prendre en compte quand on fait de l'éco-conception. L'éco-conception rentre aussi dans le développement durable et doit répondre aux 3 piliers du développement durable, qui est la préservation de l'environnement, l'équité sociale et l'efficacité économique. Donc c'est-à-dire qu'il faut, au-delà d'une éco-conception technique, penser aussi à l'aspect sociétal du service numérique et de l'impact qu'il va avoir au niveau sociétal. J'imagine qu'après, il y a une démarche pour faire tout ça. Voilà. Ensuite, c'est assez cadré, donc la norme ISO 14062 détaille un peu la démarche. Donc c'est une démarche globale, et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. C'est-à-dire que on ne conçoit pas un logiciel ou un site web, ou c'est pas en optimisant des lignes de code qu'on fait de l'éco-conception finalement.
on éco-conçoit un acte métier. Prenons un exemple. Aujourd'hui, si je veux réserver un billet de train, je vais sur le site de la SNCF et je réserve un billet de train. Donc, si le site de la SNCF est mal fait, on va pas juste dire il y a trop d'images, il y a trop de vidéos, il prend trop de place, on va essayer d'optimiser ça. On va plutôt partir d'une approche globale en disant quel est l'objectif de ce site ? Réserver un billet de train. Et on va faire un peu le parcours utilisateur en disant l'utilisateur pour réserver un billet de train, il a besoin d'avoir un ordinateur à lui, d'avoir une box, une connexion internet qui vient communiquer au serveur de la SNCF et ainsi de suite. Et du coup, on a vraiment la chaîne complète de l'acte métier qui est de réserver un billet de train. Et grâce à ça, et un outil qui est indispensable à l'éco-conception qui est l'analyse de cycle de vie, donc qui permet du coup d'analyser les impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie, donc que ce soit la fabrication, l'utilisation, la fin de vie. Et cette analyse de cycle de vie, du coup, va faire remonter les sources d'impact. Bien souvent, finalement, comme on a dit en présentation, la majorité des impacts ont lieu lors de la fabrication des équipements. Donc finalement, refaire des lignes de code n'aura pas un impact si important de ça sur l'impact global du service. En gros, c'est pas ce qui est forcément visible, c'est plutôt ce qu'on ne voit pas qui est très important à concevoir. C'est ça. Parce qu'on se dit, faut aller sur le site internet, il faut un ordinateur pour aller sur le site de la SNCF, mais moi j'ai déjà un ordinateur, donc de toute façon, ça n'a pas d'impact. Mais vu que tout le monde utilise ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et tout le monde se renvoie la balle. Pour refaire un focus sur la démarche de l'éco-conception, donc il y a l'outil d'analyse de cycle de vie qui est un outil très puissant, très complexe mais très puissant. On utilise souvent le terme, ça permet d'étudier le cycle de vie du produit, du berceau à la tombe. Donc c'est vraiment de sa conception très imagé jusqu'à sa fin de vie. Ce qui est important dans cette analyse de cycle de vie, c'est qu'elle soit multicritère. Multicritère, c'est-à-dire aujourd'hui, on entend beaucoup parler de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont un des critères. C'est pas le seul critère à prendre en compte. Aujourd'hui, il y a la consommation d'eau, la consommation d'énergie, il y a l'utilisation de métaux rares. Et donc, il est important de prendre les différents impacts et les différents indicateurs dans l'analyse du cycle de vie pour éviter les transferts de pollution. C'est-à-dire que si on se concentrait par exemple que sur le gaz à effet de serre, et on dirait j'ai réussi à réduire ma consommation de gaz à effet de serre de 20%. À côté de ça, la solution que j'ai choisie elle fait consommer 4 fois plus d'eau. Oui, donc au final, le gain global sera nul. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important d'avoir une vision multicritère pour éviter les transferts de pollution. L'analyse du cycle de vie d'un produit ou d'un service permet aussi vraiment d'avoir une vue d'ensemble et d'être un facteur de décision. Oui, tout à fait. C'est un élément clé du coup dans la décision aujourd'hui des solutions qui vont être choisies, puisqu'on aura en main les impacts et on pourra les maîtriser. La solution choisie sera liée au résultat de l'analyse de cycle de vie. Aujourd'hui, l'analyse de cycle de vie, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Pourquoi ? L'analyse de cycle de vie, ça existe depuis longtemps sur beaucoup de secteurs, le textile, l'agroalimentaire, c'est très bien maîtrisé aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils qui sont capables de faire ça. Les impacts de chaque produit, les impacts unitaires de chaque produit sont bien connus et permettent ensuite de modéliser la répartition des impacts. Pour le numérique, c'est plus compliqué, c'est quelque chose d'assez nouveau où on ne maîtrise pas aujourd'hui tous les impacts des éléments constituants d'un service numérique. On est encore au balbutiement. Voilà. Aujourd'hui, ça coûte cher de faire ces démarches-là, donc les fournisseurs d'équipements n'ont pas forcément les données pour produire. Donc, il y a des organismes indépendants qui essayent un peu de sortir des bases d'impact. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un ordinateur, des serveurs et ils les démontent complètement. D'accord. Ils pèsent chaque composant. Il y a tant de grammes d'aluminium, etc. Et grâce à ces petites décortications et une modélisation, ils arrivent à en sortir un impact environnemental. Donc aujourd'hui, on a des chiffres un peu qui vont nous dire un PC portable, ça a un tel impact. Mais c'est pas précis du tout, puisque des PC portables, il y a des configurations Mattel nombreuses. Et donc finalement, on se rend compte que d'un PC à l'autre, ça peut doubler, voire tripler les impacts.
Alors Niels, quels sont les avantages et inconvénients de faire de l'éco-conception ? Les avantages sont faciles à trouver puisque c'est avant tout un gain écologique. Il y a également, Ça c'est sûr. à ne pas négliger, c'est un gain économique. À terme ou dès le départ ? Comme on a dit que le matériel avait le plus gros impact, aujourd'hui, donc, en cherchant à diminuer notre impact, on va chercher à diminuer notre consommation et nos achats de matériel. Donc cette diminution va entraîner des gains économiques, parce qu'on va chercher à diminuer aussi notre consommation d'eau, notre consommation d'électricité. Donc tous ces gains vont se transformer en gains économiques. Donc l'éco-conception améliore aussi l'image de marque. Il y a également des gains sociétaux, C'est-à-dire ? avec un changement du modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui va faire beaucoup de publicité sur son site, Ouais. mais qui ne sera pas très lisible, va peut-être se dire finalement, au lieu de faire de la publicité, je vais peut-être alléger mon site, qui soit lisible en 3G ou Qui soit plus qui accessible. soit en plus fait. accessible et Ouais. finalement toucher un plus grand public. L'éco-conception, c'est un changement de mentalité. Complètement. C'est vraiment cette vision globale qu'il faut avoir et arrêter de rester juste devant. Soit du numérique, soit du textile, soit... Enfin, Voilà. faut prendre vraiment le monde dans sa globalité C'est pour ça. voir quel impact tout ça a sur le monde. Voilà. Au début, c'est pas facile, on s'y perd. Et d'autant plus pour le numérique. Parce que le numérique, aujourd'hui, c'est quelque chose un peu d'invisible et d'impalpable. Donc, quand on va faire une analyse de cycle de vie d'un site internet, il va transiter par des data centers qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas mesurer les impacts. Mais Niels, il y a aussi des inconvénients à l'éco-conception. Quand même, il y en a quelques-uns. Bien sûr, l'éco-conception de services numériques n'est pas simple. Tout d'abord parce que c'est une nouvelle méthode aujourd'hui. Donc il n'y a pas de tout ce retour d'expérience qu'il peut y avoir eu sur le textile ou l'agroalimentaire. Comme on l'a dit, les facteurs d'impact ne sont pas tous disponibles aujourd'hui. Donc C'est-à-dire ? un facteur d'impact, c'est l'impact qu'a unitairement un téléphone, un serveur, une transfert de données d'une box à l'autre. Ces impacts sont aujourd'hui des ordres de grandeur et ne sont pas précis. Ouais. Donc ça permet de donner une ordre de grandeur, un ordre d'idée d'où ont lieu ces impacts. J'imagine aussi que il faut que tout le monde joue le jeu. Tous les acteurs qui sont concernés par le cycle de vie jouent le jeu. Oui, ça passe du fabricant d'équipements qui doit donner les impacts des équipements qu'il produit. Ça passe également par les fournisseurs de services cloud qui doivent également donner leur consommation et de leur data center. Il y a de la résistance ou pas ? On n'appellera pas ça de la résistance, plus aujourd'hui par complexité. D'accord. C'est par complexité, par les moyens financiers que ça demande aujourd'hui. Donc c'est pas de la résistance, mais c'est vrai que les enjeux financiers sont souvent un frein. C'est l'investissement humain. C'est l'investissement. Et alors chez S2I, Niels, ça se passe comment l'éco-conception ? J'ai pu être formé et certifié par l'Institut numérique responsable, donc certifié en éco-conception de services numériques appliqués web. Donc l'éco-conception chez S2I, ça fait partie du plan RSE national. Aujourd'hui, S2I veut développer une identité durable. Donc l'éco-conception va faire partie intégrante de nos activités. Donc pour commencer, on a déployé des formations, des sensibilisations auprès de tous les collaborateurs afin qu'ils puissent avoir les éléments clés en main, notamment avoir cette démarche globale, savoir où se situent les impacts, quand ont lieu ces impacts, pour que finalement on l'ait en tête et que quand on réfléchisse à une solution, on se dise oui mais il faut que je réfléchisse aussi à tout ce qui est en amont, en aval, qu'est-ce que ça va devenir. C'est une première étape avec l'appropriation du concept par les collaborateurs dans leur quotidien. On va essayer d'aller plus loin et d'avancer plus vite parce que ça urge et aujourd'hui les demandes clients sont de plus en plus nombreuses sur ce sujet et on va essayer de décliner l'éco-conception sur différents secteurs d'activité qu'on a, donc l'éco-conception de sites web, l'éco-conception logicielle et l'éco-conception de systèmes embarqués. On va essayer de faire une synergie entre les différentes agences en France, puisque, comme on l'a dit, il y a différents secteurs d'activité où on fait de l'éco-conception. À Toulouse, on est plus orienté système embarqué, un peu de développement logiciel. Et il y a d'autres agences qui sont beaucoup plus spécialisées dans les sites web, les choses comme ça. Donc les compétences et les profils ne seront pas forcément à Toulouse. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde et des compétences de tout le monde pour réussir à homogénéiser les méthodes et à fédérer le plus grand nombre de collaborateurs. Niels, quand on s'engage dans l'éco-conception comme ça dans une entreprise, on sent que
quelque chose d'assez personnel aussi pour toi. Oui, totalement. T'as toujours été très sensible à la cause environnementale ? J'ai été sensible et il y a eu un événement qui a marqué un peu la suite de ma carrière. Ouais. J'ai repris les études il y a quelques années en formation continue pour devenir ingénieur dans une école à Toulouse. Le programme de cette formation était beaucoup axé sur les valeurs, sur les nouveaux systèmes de management participatif, collaboratif, et surtout sur les valeurs et sur la prise en compte des valeurs dans notre quotidien. Pour pouvoir s'épanouir professionnellement, je pense qu'il est indispensable de retrouver des valeurs personnelles dans son travail, sinon on ne pourra pas s'épanouir. Et moi, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui me bloquait, qui me gênait dans mon quotidien et que je n'arrivais pas à trouver la raison de cette gêne. Et donc, c'est suite à cette formation où je me suis dit, non, finalement, mes valeurs personnelles, je veux qu'elles soient aussi dans mon travail professionnel. Et donc, c'est à partir de là que j'ai décidé de m'engager dans la responsabilité numérique, puisque c'est des valeurs qui me tiennent, qui donnent du sens à mon travail et qui permettent de m'épanouir au quotidien chez S2I. C'était le dernier replay de l'été, alors peut-être que vous venez de nous découvrir, sachez qu'il y a une 20aine d'épisodes déjà disponibles en ligne ou sur vos plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple, etc. Eh bien écoutez-nous, ça nous fera plaisir et commentez. Dès le 22 septembre, ce sera la 3e saison du podcast et on vous prépare beaucoup d'épisodes. J'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, si vous voulez participer à cette aventure et me proposer un thème d'épisode ou tout simplement me donner des idées, contactez-moi fr-ok-podcast@s2i.fr. On se retrouve donc le 22 septembre. Salut!